Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons ce soir avec un immense plaisir l'avocat Assane Dioma Ndiaye. C'est le président de la Ligue sénégalaise de défense des droits humains. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir, Antoine. Nous avons parlé de la grosse actualité, la forte actualité. Naturellement, l'affaire Lamine Diack, qui défraie la chronique, qui tient tout le pays en haleine. Maître, première considération, quel commentaire faites-vous sur cette affaire? Oui, à proprement parler, on n'est pas surpris de l'affaire Lamine Diack en tant que telle, puisque on savait déjà qu'il y avait une entente frauduleuse entre la Fédération internationale d'athlétisme et la Fédération d'athlétisme russe à propos du dopage, des cas de dopage qui ont été découverts bien avant l'organisation par ce pays des championnats des mondiaux d'athlétisme. Oui. Et on savait que cette fédération avait intérêt à étouffer cette affaire de manière à préserver, à ne pas compromettre ces championnats. Et les finances, les enjeux étaient très lourds. Parce que si la fédération avait sévi à l'époque, il est évident que non seulement cela risquait de compromettre ces jeux, mais également les importants contrats de sponsoring, les importants contrats de publicité qui avaient été conclus. Donc on savait qu'il y avait problème. Cela signifie que ce que le journal Le Monde a révélé n'est pas surprenant. Oui, puisqu'on savait qu'il y a un problème, et même une athlète russe avait déjà révélé qu'elle avait fait l'objet de chantage. Elle avait dû débourser de l'argent pour ne pas rater ces mondiaux. On lui avait dit, si vous ne payez pas, nous allons révéler. C'était l'entourage de M. Diack. Donc, sur ce point, pas de surprise. Par contre, la surprise, c'est les ramifications sénégalaises de cette affaire. Je crois qu'aujourd'hui, l'événement, la surprise réelle, et pour tous les Sénégalais d'ailleurs, on n'aurait jamais pu penser que cela pourrait impliquer, oui. Je ne parle même pas de particuliers ou de politique sénégalais ou de société civile, mais la nation sénégalaise qui est aujourd'hui éclaboussée par cette affaire. Impensable selon ce que vous avez développé comme argument, mais quelle attitude la justice sénégalaise devrait avoir par rapport à cette affaire? Oui, c'est à ce niveau réellement que nous avons des inquiétudes. Inquiétudes pourquoi? Vous pensez que la justice sénégalaise ne fera pas la justice sénégalaise ce qu'elle doit faire? Et de façon générale, l'État du Sénégal, quand votre pays est cité à ce niveau, de cette façon, par rapport à cette entente criminelle financière, je pense que la façon la plus lucide, c'est de faire face, de ne pas se voiler ou de trouver des échappatoires. Le fait d'interpeller des journalistes, d'arrêter des opposants, c'est une façon de noyer ou de tenter de noyer le poisson dans l'eau, alors que nous savons que la justice française, la justice internationale, elle est implacable. Oui. Je pense qu'on aurait dû, dès le départ, prendre acte de ce qui s'est passé, mais savoir que nous avons une obligation de redevabilité à l'égard de la communauté internationale et nous avons surtout une obligation de préserver l'image de marque de notre pays. En quoi faisant, au moins, dire que le Sénégal a pris acte de tout ce qui a été dit à travers les révélations du journal Le Monde, qui, même si ce journal est revenu sur quelques points, c'est l'essentiel sur lesquels nous reviendrons d'ailleurs. C'est l'essentiel. Le journal a confirmé la substance de l'information. Qu'il y a des connexions entre Lamine Diack et une partie de l'opposition sénégalaise. Oui, c'est-à-dire que l'argent provenant de cette entente frauduleuse a atterri au Sénégal. Ça, au moins, c'est constant. À partir de ce moment, nous disons que la justice est en marche. Si nous ne le faisons pas, une autre justice va le faire à notre place. La justice française va faire des commissions rogatoires. Recommandation à la justice sénégalaise. Oui, ce que je recommande, c'est l'ordre public sénégalais a été gravement troublé. Et les rumeurs s'amplifient. Tout à l'heure, on vous dit qu'une liste va paraître demain, des noms seront cités. Quand l'ordre public est menacé et que l'image de notre pays est aussi vulnérable, je pense que la moindre des choses, c'est d'ouvrir une information, de dire que le Sénégal va éclaircir cette affaire. Et on ouvre une information et tout le monde sera obligé de se ranger derrière l'action de la justice. Il ne sera plus question de spéculation. Parce que si vous laissez cette situation perdurer, c'est la rumeur. Et vous le savez, la rumeur, c'est l'importance de l'information multipliée par le degré d'incertitude. Et ça, c'est chaotique pour un pays. Et je pense que le meilleur, en tout cas, ce qu'on peut recommander aujourd'hui, le meilleur conseil, c'est d'amener le procureur de la République sans tarder
à ouvrir une information, à confier l'affaire à un cabinet d'instruction, même si demain il y a une commission rogatoire, évidemment on saura que déjà... Parallèlement, la justice sénégalaise aura fait son travail. Oui, tout au moins on dira que le Sénégal a déjà pris les devants. Oui, cette affaire pose un autre problème, celui du financement des partis politiques. Oui, on en a beaucoup parlé, mais aussi le financement des organisations non gouvernementales. On a parlé des assises nationales. C'est vrai qu'il n'y avait pas seulement les organisations non gouvernementales, il y avait aussi les partis politiques. Ce matin, sur RFM, vous en avez parlé en demandant à la justice d'ouvrir une information judiciaire. Ce serait un scandale s'il s'avérait exact que Lamine Diack a financé les assises nationales avec l'argent des athlètes russes. Oui, au-delà des assises nationales, tous ceux qui auront touché à cet argent, au plan interne, on aurait parlé de recel. Quand vous utilisez ou vous faites usage ou vous bénéficiez d'argent provenant d'un crime, d'un délit, là, vous êtes qualifié de receleur. Donc, imaginez maintenant quelqu'un qui est poursuivi pour blanchiment aggravé et corruption passive, et que cet argent ne lui profite pas à lui, mais dit, je vais l'injecter au niveau de la campagne ou dans la campagne électorale sénégalaise, que le gouvernement russe donne son accord, que l'ambassade de Russie à Dakar soit mise en branle et que le président de la Fédération russe, M. Balagnichev et M. Massata Diack soient les principaux acteurs. Mais ça, c'est énorme, c'est gravissime. Quelles conséquences pour tout cela? Quelles conséquences même par rapport aux assises nationales, mais par rapport aussi à l'opposition qui a bénéficié ou qui aurait bénéficié de ce financement? Oui, je pense que tout dépend de l'importance des sommes qui seront découvertes ou qui seront révélées. Oui. Si c'est à un niveau moindre, on pouvait penser que ces personnes ou ces institutions ou ces organismes pouvaient raisonnablement penser que c'est l'argent propre de M. Lamine Diack. Lamine Diack, intitut personnel, parce qu'il a travaillé quand même, il a dû pouvoir aider d'une façon, c'est son patrimoine propre, mais si c'est des sommes qui dépassent un certain niveau, je pense que tous ceux qui ont profité de ces largesses auraient dû se poser des questions, auraient dû suspecter. Et c'est là l'obligation de précaution, l'obligation de prudence. Et là, je pense qu'on n'aurait pas d'excuses, même si on peut être de bonne foi, au moins on aura manqué de précaution, et ça ne pardonne pas. À votre avis, cette affaire peut aller jusqu'où en termes de révélation de ce à quoi on ne s'attendait pas? Oui, je pense qu'il faut s'attendre au pire, surtout si notre pays laisse faire. C'est-à-dire si on ne prend pas les devants, dire que, halte, on ouvre une information judiciaire, que tout le monde respecte l'autorité de la loi. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, il est loisible à tout le monde, aux journalistes, de donner des informations par compte-gouttes, de manipuler même le public, oui, l'opinion. Oui. Et ça peut aller n'importe où. Les acteurs aussi peut-être auront intérêt à ne pas tomber seuls. Donc tout ça, c'est des enjeux graves et la communauté internationale ne badine pas. Parce que n'oubliez pas quand même que la communauté internationale s'est investie depuis des années dans cette lutte contre le blanchiment, contre cette criminalité financière internationale, contre cette forme donc de corruption active ou passive. Et aujourd'hui, la Fédération internationale de lutte appartient à tout le monde. Oui. C'est quelque chose qui touche à tout le monde. Le monde entier. La communauté internationale se pose des questions. Notre pays est pointé du doigt. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être lucide, ne pas orienter le problème vers des acteurs internes, ne pas cibler des journalistes qui n'ont rien fait. Dans le contexte des révélations du journal Le Monde à l'époque, ceux qui ont réagi par rapport à un contexte. Et un opposant exploite une opportunité politique. On ne peut pas lui reprocher de faire une critique admissible, ce qu'on appelle en démocratie une critique admissible. Maintenant, la criminalisation de la liberté d'expression et la systématisation des arrestations des opposants ne nous paraissent pas conformes à l'esprit démocratique et surtout face à un problème de cette nature où il faut une cohésion nationale pour d'abord préserver l'image du pays et ensuite voir en nous-mêmes ce que nous avons fait qui peut être nous reproché et comment faire amende honorable et comment prévaloir notre bonne foi à l'endroit de la communauté internationale. En d'autres termes, vous demandez au pouvoir d'arrêter toute tentative de poursuite contre des opposants et contre des journalistes. Oui, au-delà de cette affaire, on a constaté que le régime de M. Macky Sall, et on est au regret de le dire, sur ce point, n'a pas
fait de pas significatif ou n'a pas en tout cas apporté de plus-value par rapport aux situations passées. C'est pas possible que dans une démocratie qu'on mette les principaux opposants en prison, qu'on interpelle à tout bout de champ les journalistes, qu'on arrête les gens à 5 heures du matin. Ça ne peut pas continuer. Surtout que nous sommes dans un contexte où réellement ceux qui sont arrêtés ne sont en rien les principaux acteurs. C'est une information qui vient de dehors et on incrimine l'opposition en général, la société civile en général, et même des réseaux sociaux, et toute la campagne électorale, c'est-à-dire tous les acteurs qui ont participé en fait à l'élection de M. Macky Sall. Oui. Donc ce n'est pas une personne qui est visée, personne ne doit pas se sentir visé en elle-même, chacun doit réfléchir, prendre ses responsabilités et faisons en sorte que le Sénégal puisse sortir grand de cette affaire. Oui, le professeur Malick Ndiaye demande l'audit de la classe politique sénégalaise, pouvoir comme opposition. Vous partagez son opinion rapidement sur ce point? Plus ou moins, mais je pense que l'opposition, de façon générale en Afrique, à sa décharge, c'est une opposition qui est persécutée, qui est exclue de la gestion du domaine public, qui n'a aucun moyen de s'autofinancer. Et c'est là la question que vous avez posée. Il faut que nous arrivions, au-delà de la régularité des élections, au-delà de la liberté d'expression, de poser des acquis démocratiques, de faire en sorte que l'opposition ait un statut, qu'on organise son financement. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, tous les partis d'opposition en Afrique sont financés de l'extérieur. La nouveauté dans cette affaire, c'est que le financement proviendrait d'origine illicite. Mais au-delà, nous savons que un problème. Omar Bongo et tous les autres ont toujours financé les partis d'opposition en Afrique. Oui, c'est un gros problème pour les partis politiques, mais c'est également un gros problème pour les ONG. Même dans l'affaire Karim Wade, des ONG de défense des droits de l'homme ont été accusées quelque part de prendre fait et cause pour Karim Wade, parce que derrière, il y a les espèces trébuchantes, sonnantes et trébuchantes qui ont parlé. Par rapport à cette critique, une organisation de défense des droits de l'homme ne peut pas transiger. Les principes que nous défendons... mais vous êtes quand même, vous avez l'arme de la parole. Oui, ce que nous défendons aujourd'hui, nous l'avons défendu hier. Quand nous défendions M. Macky Sall en 2008-2009, quand nous défendions tout le monde, on nous disait que c'est nous qui sommes les tombeurs de Maître Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, on nous dit la même chose, ceux qui sont au pouvoir. Mais nous ne pouvons pas transiger. Quand on dit que, quelle que soit la noblesse d'une cause, il faut respecter les droits de la défense, il faut aménager des procédures d'appel, il faut aménager un double degré de juridiction, il faut que le ministère public apporte la preuve de la culpabilité, qu'on ne renverse pas la preuve de la culpabilité. Mais en quoi cela est extraordinaire par rapport à un militant des droits de l'homme? C'est ceux qui veulent voir en ça des cas corruptogènes qui le disent. Mais en réalité, c'est des principes. C'est pas le cas. C'est des principes pérennes. Et une nouvelle fois, nous n'avons pas la même liberté que les politiques. Même une ONG qui reçoit des financements est obligée de rendre compte au centime près. Aucun bailleur, aucun État qui finance une organisation ne permet à cette organisation de dépenser pêle-mêle. Vous êtes obligé de justifier. Or, le politique, il ne se soucie pas de la comptabilité, il dépense à bout de champ. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut qu'on sache que toute proportion gardée, que ça ne peut pas être la même chose pour les ONG. Toute proportion gardée. Parlons justement de ce que doit faire le président Macky Sall pour terminer. Il a été cité dans un premier temps dans l'article du journal Le Monde, puis l'auteur de l'article a dit qu'il n'en a jamais été question. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit saisir la justice? Oui, ce qu'il doit faire, c'est d'abord faire abstraction de sa personne, faire abstraction de son parti, faire abstraction de son mandat et savoir que c'est le Sénégal qui est mis en cause. Et une fois qu'on aura ouvert une information et qu'on aura décelé la réalité du problème, les implications du problème, les imputabilités. Et là, évidemment, c'est la justice qui va trancher. Donc, de mon point de vue, il doit saisir la justice? Oui, il doit agir sur son ministre de la Justice, lequel agit sur le procureur de la République. Et il appartient au procureur de la République, évidemment, de déclencher quand il aura connaissance de faits délictuels ou criminels. Mais ce que je veux dire... Obligation de clarifier les Sénégalais. Bien sûr, il ne doit pas se sentir visé à lui-même parce qu'on parle de l'opposition au pluriel. Aucun n'est nommé en particulier, mais aucun n'est exclu. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a blanchi tel. Tout le monde est dans le sac à ce niveau. Seule une information permettra, de par la traçabilité des financements qui sont partis d'un compte que nous connaissons. Évidemment, nous avons des informations que nous ne pouvons pas divulguer ici, mais il faut qu'on sache que le Sénégal a intérêt, afin d'éviter, je le disais, non seulement des rumeurs, mais que même des tentatives de manipulation par la réalité. Parce que, évidemment, tout ça, c'est de l'argent qui ne peut pas circuler dans l'air libre, qui passe par des comptes, par des chèques. Donc, il est important qu'il pense d'abord au Sénégal, surtout par rapport à la communauté internationale. Et après cela, évidemment, si d'aventure
la bonne foi peut être plaidée pour ceux qui ont reçu, si tel était le cas, évidemment, nous n'aurions aucune honte ou aucune gêne à les défendre pour dire que nous ne savions pas, ou ceux qui ont reçu ne savaient pas que l'argent provenait d'une origine illicite. Ça, je crois que c'est une éthique de responsabilité à laquelle nous convions tout le monde. Merci, Maître Assane Dioma Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. C'était un immense plaisir. Demain, je vous retrouve. Chers téléspectateurs, excellente soirée chez vous.